Yo, bienvenue les gars sur Legacy United. Donc, je sais ça date un peu qu'on n'a pas fait ce genre de vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de news, les nouvelles du club et aussi des rumeurs mercato. Et enfin, pour terminer, on va finir par l'interview de Patrice Evra et on va analyser tout cela en détail. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir parce que ça aide énormément la chaîne, mais aussi ça me donne beaucoup de force et de courage. À tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien, même si je suis toujours dégoûté de ce que je vois en première ligue ces derniers temps. Ce qui me dégoûte en fait les gars, c'est que personne ne nous respecte. Tout le monde se fout de nous, tout le monde rigole, tout le monde nous prend pour des guignols. C'est la vérité. Parce qu'on voit une équipe de Manchester United qui a clairement abandonné la première ligue. Parce que c'est bon, on se maintient, tout est déjà carré, donc il n'y a plus grand chose à gagner. Donc vaut mieux se concentrer à la Ligue Europa pour gagner cette finale-là. Sauf que le problème, c'est que en abandonnant le Premier League comme cela, pour une équipe du standing de Manchester United, c'est une honte. Quand vous scrollez TikTok, tout le monde se fout de notre gueule. Ouais, et dire cette équipe-là, il est finaliste avec l'autre équipe de Guignol en Première Ligue qui est Tottenham. Tout le monde nous prenne pas au sérieux. Il commence même à dire que c'est une honte de voir un des deux équipes jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Parce qu'on n'a clairement pas le niveau. Et je suis d'accord, on n'a pas le niveau pour jouer la Ligue des Champions. Mais c'est les règles. C'est pas Manchester United qui a inventé la règle qui dit que le vainqueur de l'Europa League joue la Ligue des Champions l'année suivante. C'est pas Manchester United qui a inventé cela. C'est toujours quelque chose qui a existé. Voilà. Maintenant, ce que je souligne qu'il faut sérieusement qu'on joue la PL, même s'il n'y a plus rien à gagner. Pour l'honneur, et je me répète souvent dans mes vidéos, il faut la jouer, il faut la gagner pour l'honneur, pour que personne se foute de notre gueule. Parce que West Ham, les gars, c'est une équipe de tocards. Il faut se dire les termes. Cette saison, ils ont changé de coach 3 fois. C'est une équipe de tocards. Sauf que cette équipe de tocards a battu Manchester United. Tout le monde, cette saison, nous manque de respect. Même les clubs de PL. Même ceux qui viennent de monter en première ligue. Ils prennent même plus Manchester United pour une grosse club qu'il faut respecter, etc. Donc, je suis toujours déçu de cela. Mais pour se changer les idées, aujourd'hui, on va parler de rumeurs, histoire d'oublier tout cela. Donc voilà. Bon, par où commencer? Je pense qu'on va commencer doucement, les amis. On va commencer déjà par les propos de Alphonso Davies, qui nous dit clairement qu'il pense sérieusement que Manchester United va gagner cette Europa League. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Certes, Tottenham aussi se concentre. Ils ont abandonné aussi la première ligue pour mieux se concentrer justement en Europa League. Mais je pense que l'expérience de jouer des finales va rentrer dans la balance. Je pense que Manchester United va pas nous décevoir lors de cette finale-là. Et je suis tout à fait confiant. J'ai confiance pour la finale. Lors d'un finale de Manchester United, je doute pas beaucoup. Je doute pas qu'on va perdre. Je pense qu'on a les armes pour la gagner. Surtout, il y a le retour de Amad Diallo. Il y a potentiellement le retour de Zirkzee. Il y a le très bon retour de Mount en ce moment. Après, j'espère évidemment le retour de Hayden Even et de De Ligt en défense.
Et j'espère aussi que la blessure de Lenny Yoro est pas si grave que cela. Et je pense qu'on a une très très belle équipe qui pourrait affronter cette équipe de Tottenham. Surtout un Tottenham diminue aussi parce qu'ils ont perdu Madison. Donc voilà, moi je suis tout à fait confiant aussi. Donc voilà, on continue. Bon, pour la suite, apparemment, Manchester United n'envisage pas un défilé en bus à toit ouverte pour célébrer justement la victoire en Europa League en cas de victoire justement. Mais par contre, ce qu'ils envisagent de faire, c'est une petite fête à Carlton, manger ensemble, boire un coup, etc. Peut-être un petit barbecue. Mais c'est l'information qui est sortie. Et pourquoi faire une parade en bus? Pourquoi faire? On peut le voir de deux manières différentes, les gars. Première, ça montre que peut-être que Manchester United, Ineos, c'est des rats, donc ils veulent pas le payer, ce genre de parade. Deuxième, et je pense que la deuxième, c'est beaucoup plus probable, c'est ce que je pense. Je pense que ça sert à rien de faire une parade compte tenu de cette saison catastrophique que vous avez fait. Ça sert à rien. Donc, il faut le faire en somme-somme. Vous savez, c'est pas comme si on était grandiose cette saison pour faire une parade en bus. On est une honte actuellement. Donc, il faut surtout pas. C'est mon avis là-dessus, les gars. Donc, on enchaîne. Manchester United vise une place parmi les 6 premiers de la Première Ligue la saison prochaine. Franchement, si on arrive, si les 6 premiers, c'est-à-dire que on vise quand même soit l'Europa League, soit la Ligue des Champions, via la saison prochaine. Donc, franchement, si on arrive, c'est qu'on a fait beaucoup de progrès dans le jeu. Parce qu'il y a certains qui se lancent déjà, oui, l'année prochaine, on vise le titre. Les gars, faut pas rêver. C'est pas, même si Ruben Amorim c'est un génie, c'est pas en une saison qu'il va tout changer. Déjà, si on vise le top 6 l'année prochaine, c'est déjà une belle amélioration. Et on est tous d'accord avec cela. Après, la saison d'après, pourquoi pas viser le titre? Mais l'année prochaine, j'ai pas une aussi grosse attente. Pour moi, l'objectif, finir dans les 6 premiers, c'est réaliste et c'est logique. Compte tenu si on fasse vraiment un très bon mercato. Après, des surprises peuvent arriver au cours de la saison. Hein. Si ça se trouve, dès l'année prochaine, Ruben Amorim il est champion avec Manchester United. Si ça se trouve. Mais pour le moment, je vois mal Manchester United finir dans le top 3. Sachant qu'il y a une très très belle équipe de Liverpool, même si je les déteste. Il faut le dire les termes, c'est les champions de cette année. Il y a Arsenal, très très belle équipe. Il y a City qui reste dans la course aussi, parce que je pense qu'ils vont avoir des très très belles, un très très beau mercato qui va arriver, et surtout je pense que Guardiola va remettre en place une nouvelle dynamisme aussi. Après, il y a Chelsea qui est monté en force aussi. Donc ça va être dur de finir dans le top 3, sachant qu'il y a les équipes comme Aston Villa, comme Newcastle aussi qui sont des équipes pièges. Donc voilà. Donc finir dans les 6 premiers déjà, c'est bien. Apparemment aussi, l'affirmation de Sir Jim Ratcliffe selon laquelle Manchester United risquait de faire faillite d'ici Noël n'a pas été bien accueillie par la famille Glazers. vous vous rappelez de cette interview de Ratcliffe où il a fait une très très grosse interview et il a répondu à plusieurs questions sur lesquelles on a tous posé. Hein. Il a parlé du nouveau stade, il a parlé des problèmes financiers, pourquoi ils étaient en train de licencier des personnes, etc. Apparemment, l'information que Sir Jim Ratcliffe a révélée dans cette interview-là n'a pas plu aux Glazers. Évidemment, on le savait tous que ça allait pas les plaire, parce que là, Ratcliffe, il a pointé du doigt la finance, la manière dont ils ont géré la finance du club. Le finance du club. Donc évidemment, ça n'a pas été très très bien accueilli.
En même temps, si il est temps aussi pour eux de dégager, hein. Mais on sait tous pourquoi ils sont à Manchester United. On le sait tous. Voilà. Sur le terrain, rien ne va. Mais aussi, entre les proprios, rien ne va. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est fatigant, clairement. Donc, on enchaîne. Manchester United compte conserver Ruben Amorim comme entraîneur principal l'année prochaine, même en cas de défaite en finale de l'Europa League face à Tottenham. La direction estime qu'Amorim mérite cet été pour améliorer l'effectif et recruter des joueurs adaptés à son style de jeu. La blague, LOL. Bah évidemment. Vous avez fait venir un coach au cours de la saison, sachant que le début de saison déjà c'était catastrophique, et vous avez décidé de faire venir Ruben Amorim, sachant que Ruben Amorim c'est un entraîneur qui joue avec 3 défenseurs centrales, et que depuis même Braga Sporting, il a joué de la même manière. Il n'a pas changé de formation, il ne s'est pas adapté. Et vous avez eu quand même le culot de le faire venir, sachant que Manchester United n'a pas les joueurs capables d'évoluer dans son style de jeu. Mercato hivernal, on s'attendait tous que Ineos, le board allait fournir les joueurs qu'il faut pour s'adapter à ce style de jeu. Mais non, ils nous ont amené Patrick Dorgu et Eden Haven, et c'est tout. Normal les résultats, les gars. Normal. Normal ce qu'on est en train de voir en ce moment. Parce qu'on a des boards incompétents ou idiots. Excusez-moi pour le terme, mais c'est vrai. Et maintenant, il y a cette rumeur qui dit que malgré, une potentielle défaite en finale, ils vont quand même conserver Ruben Amorim. Bah, heureusement que vous le conservez. Heureusement. Pour ceux qui doutent de Ruben Amorim, je vais faire un peu parenthèse sur ça. Pour ceux qui doutent de Ruben Amorim, les gars, rappelez-vous, c'est un coach qui jouait d'une manière différente. Et c'est un coach, on le savait déjà, c'était un coach qui n'allait pas venir à Manchester United pour s'adapter aux joueurs. Il va mettre en place ses idées, son idée. Et on le savait tous que on n'avait pas les joueurs qui étaient capables d'évoluer à son style de jeu. Laissez-lui une saison, laissez-lui le mercato estival et on va juger la fin de la saison prochaine. Si Ruben Amorim, c'est l'homme de la situation, si Ruben Amorim est vraiment le coach qu'il nous faut. C'est pas maintenant qu'il faut le juger. Moi, d'après ce que moi j'ai vu de Ruben Amorim jusqu'à maintenant, c'est un très très bon coach. C'est un très très bon coach. Après, oui, les résultats ne sont pas présents, mais c'est tout à fait normal. Il n'a pas les joueurs qu'il faut. Il n'a pas ses joueurs. Eric Ten Hag, les gars, il a eu plus de 600 millions de budget de transfert. Hein. Il a eu une somme pour construire son équipe. Pourtant, on était tous là à se dire que oui, laissez-lui encore une saison, nani, nana. Alors que au bout de la première saison, déjà, on a vu les lacunes de Eric Ten Hag. En tout cas, moi, je l'ai vu. Voilà. C'est une petite parenthèse. Donc, on enchaîne. Donc, on va revenir sur l'interview de Patrice Evra. D'abord, il est venu parler de Bruno Fernandes. C'est le joueur le plus important de l'équipe. Si Bruno n'était pas là, nous ne serons pas, peut-être même pas en finale de l'Europa League. Et je n'ai pas honte de dire que United aurait pu être relégué sans lui. Je suis tout à fait d'accord. Quand on aime ou on n'aime pas Bruno Fernandes, cette saison, Bruno Fernandes était le joueur qui nous portait, les gars. C'était le joueur qui nous portait. Il y a les stats qui parlent pour lui, mais on a vu aussi une équipe de Manchester United sans Bruno Fernandes.
Évidemment, il y a aussi Ahmad. Mais Ahmad, les gars, il a eu quand même une période de blessure. C'est un jeune joueur aussi. Bruno Fernandes, à part les cartons rouges qu'il a écopés, il était toujours présent. C'est un joueur créateur, mais voilà. Pour ce qui est de ma part, si on amène des joueurs, des bons numéro 10, moi je vendrais Bruno Fernandes pour la saison prochaine. Mais il faut se dire les termes, cette saison, Bruno Fernandes était présent. C'était le joueur qui nous a relevés, hein, avec Amad Diallo. Donc voilà. Donc, notre cher ami Patrice Evra, il enchaîne sur... Cette saison, c'était un désastre. Ce n'était pas une bonne saison. Je pense que Amorim le sait. Je l'ai rencontré et il n'est pas content. Mais j'aime son humilité parce qu'il admet les choses. J'aime son honnêteté. J'ai dit bienvenue dans ton club. Et il a dit non Patrice, je suis dans ton club. J'aime sa personnalité, mais bien sûr, les résultats ont été très mauvaises cette saison. C'est un processus pour sa première année. Je vois beaucoup d'améliorations. Il y a de la discipline. Le joueur qui ne veut pas courir, qui ne veut pas mourir pour le badge, ne jouera pas pour Manchester United. Il a fait venir quelques joueurs, mais ils ont besoin de temps pour s'adapter. Même moi, avec Vidic, nous avons eu 6 mois pour nous adapter. Donc, l'année prochaine ne serait pas une excuse. Ah, j'aime bien jusque-là. Hein. J'aime bien ce qu'il nous dit, Patrice Evra. J'aime bien. Les gars, on a vu cela. Hein. On a vu, par exemple, il y avait un Marcus Rashford qui ne faisait zéro effort lors des entraînements. Qu'est-ce qu'il a fait, Ruben Amorim? Par ici, il l'a sorti. Tu vas pas jouer. Et il nous l'a répété à plusieurs reprises lors de ses conférences de presse à l'époque. S'il ne veut pas faire l'effort, s'il ne veut pas écouter, il ne jouera pas. Et ça, j'aime beaucoup, parce qu'il y a des joueurs qui se croient au-dessus du club. Et c'est ça qu'on a besoin à Manchester United, ce genre de coach qui prend les bonnes décisions, qui est honnête, qui est humble. Donc j'ai bien aimé le discours de Patrice Evra. Et je suis tout à fait d'accord aussi sur le fait que il faut du temps aux joueurs. Parce que, rappelez-vous, à l'époque, Vidic, Evra, ils ont eu besoin de 6 mois pour s'adapter. Et la suite, on le connaît. Donc voilà, il ne faut pas juger Dorgu parce que Dorgu, il est pas fait, enfin, il est physiquement faible. C'est pour ça que je suis pas très très dur avec Dorgu, même s'il fait un mauvais match. Parce que je me dis, je laisse couler cette saison. Par contre, l'année prochaine, Dorgu, si tu me fais ça, je vais te... Comme j'ai fait à Diogo Dalot, hein. Je vais pas te louper. Donc voilà. Donc, on va direct enchaîner par les rumeurs de transfert. Déjà, côté Manchester United, côté départ du club, on va parler déjà de Jadon Sancho. Chelsea est prêt à payer une amende de 5 millions de livres sterling pour renvoyer Jadon Sancho à Manchester United. Et je pense cette fois-ci, les gars, c'est quasi sûr que Chelsea ne va pas garder le joueur. On avait mis une clause sur le joueur quand on l'a prêté avec option d'achat à Chelsea. Comme quoi, si Chelsea finissait dans le top 10, bah, la clause devenait obligatoire. Et que si jamais Chelsea ne souhaite pas le garder, il doit payer une amende. Et apparemment, ils sont prêts à payer une amende parce qu'ils veulent plus de Jadon Sancho. Quel comportement de M, les gars. Quel comportement de M, ce joueur. C'est une petite tafiole. Et là, on me dit que Jadon Sancho va revenir à Manchester United. Après tous ces manques. Tous ces manques de respect qu'il nous a fait. Et malheureusement, je pense que c'est sûr cette fois-ci. Mais, on pourra peut-être trouver une porte de sortie pour lui cet été.
Parce que là, il y a une rumeur qui dit que Fenerbahçe tente de recruter Jadon Sancho en provenance de Manchester United pour 25 millions de livres sterling cet été. José Mourinho a approuvé sa signature. Merci José, merci. Quand j'ai vu cela, j'avais le sourire les gars. J'avais le sourire. Et j'étais là, merci José. Comme quoi José Mourinho, il aime Manchester United les gars. Il aime Manchester United. Il a compris que ce gars-là, c'était une gêne pour nous, pour le club, pour les fans, pour les staffs. Donc, il s'est dit, allez, je le fais venir à Fenerbahçe. Comme ça, Manchester United est débarrassé de lui. 25 millions de livres sterling. Je pense que le prêt à Chelsea, c'était un prêt payant déjà. Et il me semble que c'était 15 millions, un truc comme cela. Je ne me rappelle plus des chiffres, les gars. Mais ensuite, si le joueur revient chez nous, ça fait 5 millions de livres en plus. On est déjà vers les 20. Et en plus, si Fenerbahçe achète le joueur, on est à 45 millions de livres sterling pour se débarrasser de Sancho. C'est une bonne nouvelle selon moi. Donc, merci José. Maintenant, je veux pas voir un Sancho dire oui, le Fener, je veux pas jouer en Turquie, nani, nanana. Non, gars, tu fais tes bagages, tu te casses. Parce qu'on en a marre de toi. Vous vous rappelez au début, quand il venait d'arriver à Chelsea, toutes les fans de Chelsea nous regardaient comme si on était des M, en disant oui, c'est un joueur excellent, Manchester United, voilà. Pourquoi vous l'aurez pas, enfin, pourquoi vous l'avez pas gardé? Elle est là ma question. Les gars, on enchaîne. Apparemment, cette rumeur-là, les gars, elle est sûre. Elle est sûre. Parce que l'intérêt de Al Hilal pour Bruno Fernandes, elle est là. Elle est présente. Et ils veulent vraiment Bruno Fernandes. Et ils sont prêts à tout faire pour l'avoir. Donc là, on nous apprend que une nouvelle réunion aura lieu cette semaine entre Al Hilal et le camp de Bruno Fernandes. Le Portugais n'aura qu'une semaine pour donner une réponse définitive, car Al Hilal veut recruter avant la Coupe du Monde des clubs. La position de United n'a pas bougé, c'est-à-dire Manchester United souhaite toujours garder son élément fort qui est Bruno Fernandes. Là, c'est une question que je vais vous poser, les gars. Si vraiment une très très belle offre arrive pour Bruno Fernandes, est-ce que vous le gardez pour la saison prochaine ou pas? Cette question-là, elle mérite d'être posée. Parce que je sais que le fanbase est divisé en deux camps. Il y a l'autre camp qui souhaite garder Bruno Fernandes parce que c'est l'homme qui nous porte, etc. Et il y a l'autre partie qui se dit, vaut mieux le vendre. Et avec cet argent-là, parce qu'on parle là d'un transfert record, on va reconstruire ce club. Et moi d'ailleurs, je fais partie du deuxième camp, ceux qui souhaitent vendre Bruno Fernandes pour justement reconstruire l'équipe. Mais comme je l'ai dit d'ailleurs dans ma précédente, enfin dans une de mes vidéos, à une seule condition, que cette somme de transfert sera injectée dans le recrutement pour l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à me dire vos avis là-dessus. Voilà, on continue. Concernant toujours les départs, on parle de l'Atlético Madrid. Excusez-moi. On nous dit que l'Atlético Madrid prévoit de discuter cette fois-ci avec Manchester United, de tenir des discussions avec Manchester United pour le cas de Anthony. Pour rappel, Anthony, il est en train de tout casser en Espagne. Et d'ailleurs, le Betis souhaite le garder. Sauf que la somme demandée par Manchester United, parce que oui, les amis, il y a une somme qui est environ 40 et 50 millions d'euros. Et Betis Séville n'a pas cet argent-là pour payer pour un transfert définitif. Donc, ils souhaitent, ces petits malins-là, prolonger le prêt de Anthony. Sachant que c'était pas le prêt en soi de Anthony, c'était pas un prêt payant de base. C'était un simple prêt où Betis prenait en charge l'autre moitié du salaire de Anthony et avec des primes comme quoi, si le Betis se qualifie en Europe, il y a une prime que Manchester United allait toucher. C'était juste ça les conditions de base du prêt de Anthony. Et là, encore une fois, ils se disent,
dans leur inconscience, dans leur petite tête, comme quoi on était les plus gros pigeons de la Terre, qu'ils souhaitent prolonger le prêt de Anthony d'une saison. Non les gars, on prolonge rien. Atlético Madrid est intéressé par le joueur. Et Atlético Madrid est très très sérieux pour ce joueur-là, Anthony. Et ils sont prêts à tenir des discussions avec Manchester United. Maintenant, reste à savoir si les deux clubs vont se mettre d'accord sur un montant. C'est une bonne nouvelle tout cela. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'encore une fois, c'est un départ qui va libérer une grosse salaire du club, mais aussi qui va nous rapporter de l'argent pour mieux reconstruire l'équipe. Voilà, c'est mon avis là-dessus aussi. Maintenant, on va discuter côté arrivée au club. Premier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est le dossier Cunha, les gars. Parce que ça date un peu. Ça date un peu où Fabrizio Romano nous avait dit que ça allait se faire très très bientôt. Sauf que le très très bientôt n'est toujours pas arrivé. On n'a toujours pas l'accord pour recruter Matheus Cunha. Et moi, je pense, pourquoi ça ne s'accélère pas? Pourquoi on n'a toujours pas l'accord? Parce que je pense que Manchester United attend de voir si on va gagner cette finale d'Europa League ou pas. Parce que comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes vidéos, si jamais on gagne l'Europa League, on aura 100 millions d'euros de budget de transfert en plus. Et à partir de là, on va avoir accord pour Matheus Cunha, accord pour Liam Delap, accord pour Ederson, peut-être. Mais je pense que c'est vraiment cette finale qui fait coincer les dossiers côté Manchester United. Mais maintenant, on connaît la somme pour Matheus Cunha, parce que là, du coup, ça nous dit le montant du transfert de Matheus Cunha vers Manchester United devrait s'élever à 62,5 millions de livres. Plus de 5 millions de livres de primes. Malgré l'approche tardive d'Arsenal, les négociations pour Cunha avec Manchester United progressent. Un accord verbal est proche. Les dernières étapes concernant les conditions personnelles sont en cours. Voilà ce qui en est du dossier Matheus Cunha. Et moi, je suis sûr à parier que l'accord final, on va l'avoir après la finale face à Tottenham. Je suis sûr et certain de cela. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre. Mais ça, c'est un joueur qui va changer quelque chose. Ça, c'est un joueur qui va changer cette équipe de Manchester United. Et là, je commence à me poser des questions, les gars. Je commence à me poser des questions par rapport au cas de Bruno Fernandes tout à l'heure. Si on signe Matheus Cunha, donc les deux 10, normalement, on a Cunha et Amad Diallo. Donc, Bruno Fernandes, il va jouer où? En tant que numéro 8. Oui, après, oui, Ruben Amorim peut décaler Amad Diallo en tant que piston droit pour avoir justement Cunha et Fernandes en 10. Ok, il pourrait faire ça. Sauf que n'oubliez pas aussi qu'on a Zirkzee. On a Mason Mount qui est capable, qui joue aussi à cette position-là. Donc, pour moi, le poste probable où on va voir justement Bruno Fernandes, ce sera en 8. Maintenant, petite question. Si on achète Ederson de l'Atalanta au milieu de terrain. Donc, comment va jouer Manchester United? Est-ce qu'on va avoir un double pivot Fernandes-Ederson ou plutôt Ugarte-Ederson? Ou peut-être aussi Ederson-Mainoo? Au final, est-ce que ça ne sera pas mieux de vendre Bruno Fernandes? Je pose ça, je dis rien les gars. À vous de me répondre. On enchaîne. Là déjà, on est sûr à 90% que notre futur numéro 9 est Liam Delap. D'abord, je vais revenir sur le cas de Osimhen, qui était pour moi le piste idéal. Apparemment, ça s'est refroidi.
Parce que là, on voit plutôt Galatasaray qui est en train de sonder le Napoli pour un transfert définitif. Et on connaît tous que Osimhen, il veut ses 12 millions. Donc j'imagine que du moment que Galatasaray lui paye ses 12 millions par saison, je pense qu'il va signer là-bas. Sachant qu'on connaît que Manchester United n'est pas prêt à payer cette somme-là. Ou aucun club de PL d'ailleurs. Deuxième point, c'est que maintenant on sait que Ipswich est relégué. Ça veut dire que la clause de Liam Delap de 30 millions de livres s'active. Et on connaît aussi que Liam Delap veut Manchester United. Malgré que justement cette finale pourrait influencer justement sa décision. Voilà, donc on tient notre futur numéro 9. Maintenant, évidemment, il y a Newcastle dans la course, il y a Chelsea, il faut dévancer tout cela. Mais Manchester United est le favori pour signer Liam Delap. Le débat est clos. Voilà. On enchaîne. Apparemment, Manchester United a eu des discussions avec Antoine Semenyo. Très très bon joueur aussi de Bournemouth. Donc là, si je comprends bien, ce que Manchester United tente de faire, en fait, c'est avoir Matheus Cunha et Semenyo en même temps. Si jamais ça se fait, je serais très très content parce que c'est deux très très bons joueurs. Mais la question, elle revient. Il va jouer dans quelle position Bruno Fernandes l'année prochaine? Tintin, tintin. Les gars, à vous de me le dire. Hey, là, on a vraiment, l'année prochaine, on va vraiment avoir ce qu'on appelle les problèmes des riches. Hein, parce qu'on va pas savoir, il va jouer où Bruno Fernandes. Et je pense que, sachant que on va potentiellement avoir Ederson en plus au milieu du terrain, voilà. Peut-être, pourquoi pas, tenter un Bruno Fernandes en faux numéro 9, justement. À voir. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et justement, on va revenir sur le cas Ederson. De nouveaux contacts ont eu lieu entre l'Atalanta et Manchester United pour Ederson. Il faudra débourser plus de 50 millions d'euros. Franchement, pour 50 millions d'euros, il faut foncer dessus. Et ça, c'est quelque chose que je comprends pas. L'année dernière, les gars, on voulait le joueur. On a d'ailleurs fait une offre à 42 millions d'euros. Rappelez-vous, on a fait une offre l'année dernière pour Ederson. Évidemment, une somme que Atalanta a refusée parce qu'ils ont jugé que c'était trop faible, etc. Derrière, on s'est jeté sur Ugarte. Eh ben oui, hein, on a mis quand même 60 millions sur Ugarte. Les gars, on aurait pu direct mettre ces 60 millions sur Ederson, parce que moi je dis, hein, 50 millions pour Ederson, c'est le prix qu'il faut. C'est donné pour ce prix-là, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Et l'ironie dans cette histoire-là, c'est que on a refusé l'année dernière de payer cette somme-là pour avoir Ederson. À la place, on a préféré aller chercher Ugarte. Et enfin, saison d'après, on va revenir à la charge pour Ederson. Comme quoi, le board, ils font des décisions illogiques pour moi. Ils font des décisions illogiques. Et moi, je l'ai souligné déjà à l'époque, certes pas dans mes vidéos, mais avec mes amis, que pourquoi on était prêt à payer 60 millions pour Ugarte, pourquoi on n'était pas capable de donner cette somme-là à Atalanta pour avoir Ederson? Non, ils ont préféré l'inverse. Pourtant, lui, c'est un milieu qui pourrait changer le jeu de Manchester United. Ederson, il pourra tout changer. Voilà. Encore des mauvaises décisions. J'espère vraiment que pendant ce mercato-là, parce que, ok, le dernier mercato estival, le board venait d'arriver, donc ils n'ont pas eu
très bien le temps d'analyser, etc. Je peux comprendre. Mais lors de ce mercato-là, il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses. Donc voilà. Donc on va finir sur Jonathan Tah. Apparemment, Manchester United est le plus proche et de plus en plus confiant pour signer Jonathan Tah. Le défenseur a toujours rêvé de jouer en Première Ligue et est ouvert à des discussions avec United en cas de victoire en Ligue Europa. Donc voilà. Sachant que le joueur, c'est un très bon défenseur central et il est libre de tout contrat aussi, donc c'est un joueur gratuit. Mais là où ça me gêne un peu en fait, c'est que Ruben Amorim lui-même l'a dit, que si un joueur veut aller à Manchester United, mais à une condition que Manchester United joue la Ligue des Champions, alors il ne viendra pas. C'est les mots de Ruben Amorim. Pourtant, je pense que le board n'est pas d'accord avec lui. Parce que Jonathan Tah veut venir, mais à condition que United joue la Ligue des Champions. Et au final, je pense que Jonathan Tah, il va venir. Parce que moi, je pense que le Jonathan Tah, il y a 90% de chances qu'il signe à Manchester United l'année prochaine. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà les gars. J'ai fait le tour de tout ce qui est un peu rumeurs, etc. Donc, si ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.